Pour cette 4e émission, on se fait un gros kiff et on va directement à la rencontre des gens qui sèment la révolution citoyenne. On est à Grenoble, dans le 3e village des alternatives, dans le cadre de la fête des possibles, mais c'est coordonné par Alternatiba. Alors justement, à Grenoble, Alternatiba, en 2 ans, ils ont fait des trucs de dingue. Il y a plein d'initiatives qui ont été impulsées. Oui, effectivement, il y a la COP21 qui les a, je pense, un peu déçus. Du coup, ils ont pris les choses en main et ils ont plein de projets qui sont collaboratifs, participatifs, dont des projets d'une expérience de monnaie locale, des projets d'autonomie alimentaire et énergétique et aussi un supermarché collaboratif. Incroyable. Mais on ne va pas parler que de Grenoble dans cette 4e émission. Effectivement, on va parler aussi de démocratie citoyenne. On va en parler de manière assez globale, parce qu'il y a beaucoup d'initiatives qui ont émergé ces derniers mois. On pense beaucoup à ma voix lors des élections législatives, donc on va un peu expliquer ce mouvement qui est en train de prendre de l'ampleur. Il y a aussi au niveau local Saillant, ce qui s'est passé au municipal. Curieuse démocratie. Exactement. Et donc on va beaucoup parler de ce lobby citoyen qui peut voir le jour au travers peut-être d'un droit d'amendement citoyen. Mais bon. Là, je vois que tu t'emballes, commence par raconter toute l'émission. Si vous avez envie d'en savoir plus, on y va, c'est maintenant. Avant de commencer cette émission, je voudrais juste faire un hommage à notre ami Jocelyn Moulin, qui était notre invité de la première émission et qui est parti, qui s'est envolé, mais avec qui on garde cette connexion et dont on garde en mémoire dans nos cœurs ces sourires et cette énergie et cette implication incroyable qu'il avait. Donc voilà, petit hommage à toi Jocelyn et j'espère que de là où tu es, tu nous entends et on pense fort à toi. Voilà, donc on est sur le village des alternatives à Grenoble en compagnie de Fabienne qui est la coordinatrice d'Alternatives à Grenoble. Jonathan Mathias, que c'est bon, on n'a plus besoin de présenter, Philippe qui co-animeront donc l'émission, Maxime qui est le fondateur de l'Éléphane, c'est la Louve version Grenoble, et Florence du collectif pour l'autonomie alimentaire de Grenoble aussi. Mais on ne va pas parler que de Grenoble dans cette émission, on aura toute une partie où on évoquera plein d'autres initiatives citoyennes. Autour de la démocratie, l'implication du citoyen, beaucoup de mouvements qui émergent, donc à travers ma voix au niveau national avec les législatives, à travers Saillant au niveau local. Voilà, on va pas mal discuter. Ouais, on va parler de beaucoup de choses pendant cette émission. Alors, la première des choses, c'est peut-être de rappeler ce que c'est Alternatiba. Donc, Alternatiba, c'est si jamais je me trompe, tu me corriges, t'hésites pas. Okay. C'est un mouvement qui a commencé en 2013 à Bayonne. Donc, qui était l'idée de départ, c'était de faire se rencontrer tous ces acteurs du changement locaux avec la population, mais aussi de créer un espèce de réseau entre les acteurs du changement. Ça, c'est très important aujourd'hui. Créer le lien entre tous ces gens, toutes ces merveilleuses personnes qui font des choses, c'est primordial. Du coup, depuis 2013 à 2017, il y a eu une explosion. 120 villages Alternatiba dans tous les pays francophones. Voilà, on en a un juste derrière. Ils ont fait des trucs de dingue, 2015, tour à vélo, arrivée triomphable à Paris, COP21, ils étaient pas contents, ils ont fait des tonnes de choses type désobéissance civile, ils ont fait un kit Alternatiba pour que ça se reproduise partout pour semer un petit peu ce mouvement. Et puis voilà, on en est là aujourd'hui à Grenoble et on va parler avec toi de concrètement du coup, qu'est-ce que ça donne localement Alternatiba? Explique-nous. Eh bien à Grenoble, on a la chance d'avoir démarré ce mouvement en 2014, alors qu'on venait aussi d'avoir de nouveaux élus, d'accord, sur la ville de Grenoble et sur la métropole. Et des élus en fait très intéressés aussi par tous ces mouvements citoyens et alternatifs. Et donc on a eu tout de suite la chance de partir sur un énorme village en 2015, donc l'année de la COP21, de connecter des centaines d'alternatives de notre métropole
et donc de tout de suite gagner une certaine aura, on va dire, auprès des collectivités territoriales avec qui on avait travaillé. Et ça, c'est important, en fait, quelque part, de montrer qu'on est des citoyens, mais qu'on est aussi capable, en fait, d'organiser des choses, de montrer des choses, et que ça a du sens, que ça a un intérêt pour les habitants, et pas que pour les habitants, aussi pour les élus, pour les entreprises, etc. Et donc depuis, on a continué. Donc là, effectivement, derrière nous se tient une partie du 3e village. Il y en a eu un l'année dernière et là, donc cette année, 3e village, 2017, dans le cadre de la fête des possibles. Et donc notre objectif, toujours, c'est de connecter les acteurs. Et on a ajouté une dimension cette année, on voulait se concentrer aussi sur... parce que les initiatives, elles ont une certaine maturité sur ton territoire. À un moment donné, tu t'aperçois en fait que quand les collectivités territoriales, les associations, les élus et les entreprises travaillent sur les mêmes sujets, tout d'un coup, en fait, quelque chose va émerger de plus grand. Et c'est ce qui se passe cette année. Nous, en 2017, on a la chance de voir un supermarché collaboratif, donc pour l'instant une épicerie, Maxime en parlera, qui vient d'ouvrir. On a une monnaie locale complémentaire qui se lance, et elle ne se lance pas uniquement sur Grenoble, mais sur une grosse partie du territoire de l'Isère, le Cairn. On a en fait également notre coopérative de production d'énergie renouvelable, l'énergie citoyenne, qui vient d'installer ses 7 premières toitures, et donc avec la complicité des collectivités territoriales, puisque sur des bâtiments qui sont nos communs, qui sont des écoles, qui sont des églises, qui sont des centres aérés, des centres de sport. Et donc tout ça apparaît très rapidement parce qu'il y avait en fait ce terreau localement que peut-être tous les Alternatiba de France n'ont pas. On discute souvent, nous, avec Alternatiba Rhône, Alternatiba Chambéry, Alternatiba Annecy, donc là, c'est plutôt les Amis de la Terre qui sont là-bas. Et on se rend compte qu'il y a une vraie difficulté sur d'autres territoires, puisqu'il n'y a pas en fait de collaboration. Donc la collaboration, elle est nécessaire en fait entre les acteurs, mais aussi entre les citoyens, les collectivités territoriales, les entreprises, pour que ça fonctionne. Et vous faites ce pont-là en fait auprès de tous les acteurs. Et voilà. Et donc nous, notre rôle uniquement, c'est de mettre en lumière, c'est ce qu'on dit, nous, on ne fait rien à part montrer ce qui se fait, d'accord ? Et faire en sorte que les gens puissent le montrer. Voilà, puisse le montrer. Du coup, on n'a pas vraiment cité ce qui se fait, mais par exemple ici, tu le sais mieux, enfin tu le diras mieux que moi, mais il y a les locavores, il y a les zéro déchets. Qu'est-ce qui se fait justement ? Les incroyables comestibles aussi. Oui, il y a plein de mouvements. Plein de mouvements ont démarré depuis 2015 et arrivent maintenant dans des situations où ça commence à être visible, où on commence effectivement à produire, à être aussi connecté, parce que le collectif Zéro Déchet de Grenoble, Zéro Waste, puisque Waste, c'est pas que déchets, donc c'est ce que disent aussi en fait. Donc du coup, le collectif travaille avec la métropole sur le village. Vous avez peut-être vu qu'au niveau du quartier justement des déchets, il y a aussi la métropole qui est là. Parce qu'aujourd'hui, sur notre agglomération, il y a aussi ce plan de réduction des déchets qui est lancé par les collectivités territoriales. Et donc eux, forcément, ça les intéresse de travailler. Donc ces connexions, elles se font sur différents niveaux pour l'agriculture urbaine et l'autonomie alimentaire. Il y a aussi eu quelque chose qui a démarré d'Alternatiba avec la connexion de tous les jardins partagés, avec aussi les agriculteurs à l'extérieur, avec aussi tous ces magasins qui ouvraient sur Grenoble et qui voulaient vendre du local. Okay, donc on tire tous sur les mêmes ressources, tous sur les mêmes paysans, même l'éléphant en fait va aussi essayer d'aller s'approvisionner aux mêmes endroits. Donc comment on fait pour tous travailler ensemble et ne pas être en concurrence, parce que ça serait le comble. Donc là on peut arriver notamment sur cette dimension-là du manger local. On peut arriver quelque part dans presque de la concurrence entre les différents acteurs si on ne travaille pas ensemble. Donc il y a aussi les cantines scolaires par exemple qui à Grenoble, tout le monde le sait, cet objectif de 100% de bio et local, ok, mais alors du coup tu tires aussi toutes les ressources et alors là sur un volume incroyable, que va-t-il rester pour les autres initiatives? Voilà. Okay. Tu as évoqué l'énergie, je sais que l'énergie, Felipe, ça a dû forcément te faire tilt. Oui, carrément. Aujourd'hui, c'est hyper important de faire son énergie. L'énergie en France est essentiellement nucléaire, l'électricité je parle, et si on commence à le faire à petite échelle, que ce soit une communauté, que ce soit individuellement, on va aller vers des énergies plus douces, des énergies renouvelables, comme le solaire. C'est ce qui est le plus facile aujourd'hui. On peut faire de l'éolien aussi, mais ça demande vraiment à se regrouper à plusieurs, parce que c'est des investissements assez énormes pour que ce soit efficace. Mais aujourd'hui, en panneaux solaires, les prix des panneaux chutent. Les panneaux ne sont pas extrêmement polluants, ils sont recyclables.
c'est du silice essentiellement, on est plein de silice un peu partout, c'est du verre, c'est de l'aluminium. Bon, il y a des ressources à mettre dedans, mais ce n'est pas polluant comme le nucléaire ou comme ça peut être le charbon ou le C'est gaz. pas l'idéal, mais c'est mieux. C'est-à-dire que si on veut de l'énergie, oui, effectivement, c'est pas... on doit toujours faire quelque chose pour avoir de l'énergie. Et donc, il faut se concentrer aussi sur la sobriété énergétique. C'est un autre sujet qui est majeur. Ça parle d'isolation des maisons, des bureaux, etc. Mais aussi de savoir que l'énergie, c'est une ressource qui est à notre disposition, mais aujourd'hui, l'avoir tout le temps, en grande quantité, c'est pas naturel vraiment. Oui, non, c'est clair. Il faut être un peu penser aux autres et partager ses ressources. Bien sûr. Donc du coup, aujourd'hui, des alternatives d'autoconsommation ou des alternatives do it yourself, à faire soi-même, avec son voisin, avec ses amis, avec sa collectivité, c'est ce qui va nous permettre de gagner non seulement en résilience, mais également en diversité. Et c'est ça qui est intéressant, de ne pas concentrer tout dans des grosses centrales qui vont faire des millions de mégawattheures ou j'en sais rien, mais plutôt d'aller dans des schémas où chacun fait au mieux, en respectant la planète, en respectant l'environnement et en produisant l'énergie dont il va avoir besoin. Ça nous évite aussi de tirer d'énormes lignes haute tension, ça évite une énormité d'externalités qui font qu'aujourd'hui, on peut gagner énormément en autonomie, en autoproduction, avec différentes voies. Et je pense qu'on est sur la bonne pente parce que jusqu'à il y a quelques années, en tout cas. Pardon, on en a l'exemple là, Oui, à Grenoble. c'est surtout que c'est un schéma en fait, qui peut s'appliquer à tout. C'est-à-dire que ce truc de consommer local et consommer mieux et surtout consommer moins, finalement, c'est un peu valable pour tout, autant pour l'énergie que pour l'alimentation. Exactement, tout à fait. Ok, merci Philippe. Du coup, Énergie Citoyen, c'est un mouvement aussi qui a émergé ici. Est-ce que tu veux en parler brièvement? Oui, donc lors de notre premier village, on a lancé effectivement les premiers appels à citoyens pour cette initiative en fait, de créer cette entreprise donc, maintenant qui existe depuis 1 an, Énergie Citoyenne. L'idée étant d'utiliser nos bâtiments publics, nos communs, pour profiter de leur toit, installer des toitures solaires, produire de l'électricité localement avec notre épargne et la revendre, donc bien sûr, en fait, aux fournisseurs d'électricité, puisque c'est comme ça que ça fonctionne en France. Et donc là, notre projet, Solaire d'ici, puisque Énergie Citoyenne pourra aussi mettre en place d'autres projets de production d'énergie renouvelable. Mais le premier, c'est un projet solaire, c'est Solaire d'ici, et c'est donc le plus gros projet citoyen en France actuellement, donc 100 toitures solaires à l'échelle de la métropole grenobloise. Les 7 premières viennent d'être installées cet été. On va produire notre premier kilowattheure dans les semaines qui viennent. On est 80 associés pour l'instant. Et on continue de recruter, notamment Place Victor Hugo, En ce moment même. où on m'attend. Ouais, on va te libérer, Fabienne. Merci beaucoup. Oui, parce qu'il faut de nouveaux adhérents là. Il faut de Voilà. nouveaux associés. C'est pas des adhérents là, il faut de nouveaux associés effectivement qui achètent des parts, qui adoptent un panneau. On a une campagne Adopte un panneau solaire d'ici. Donc on adopte un panneau, on achète des parts, on devient associé et donc on devient aussi acteur de son territoire dans la transition énergétique et en fait avec les collectivités territoriales aussi qui elles ont leur plan air, énergie, climat. C'est un plan qui existe au niveau de la métropole. Eh bien on se lance dans la démarche. Et moi j'ai juste une question, il y a d'autres villes qui entament le même processus? Alors ce processus il a démarré dans des villages plutôt. Ouais. Donc dans le Vercors notamment, il y en a beaucoup, les centrales villageoises. Donc plus petit, une échelle plus petite et uniquement des citoyens, pas forcément de connexion avec les collectivités territoriales. Donc maintenant, avec le Grenelle de l'environnement, il y avait cette possibilité justement de créer des entreprises qui permettaient de connecter tous ces différents types d'acteurs. Mais ça a été possible uniquement à la fin 2016, au moment où on a créé l'entreprise justement, le texte venait de paraître en septembre 2016. Il y a pas mal d'initiatives de ce genre, vous pouvez toutes les retrouver sur le site d'Énergie Partagée. Vous connaissez peut-être en fait ce mouvement, donc Énergie Partagée, en fait, accompagne des groupes de citoyens, des villes à se lancer dans des projets citoyens. Et tu sais, je voudrais insister justement sur quelque chose, c'est que
moi j'observe le marché de l'énergie depuis quelques années et j'ai vu que la justification pour avoir des concentrations d'énergie énormes, que ce soit des grands barrages, des grandes centrales charbon ou du nucléaire, c'était parce qu'il y avait des économies d'échelle. Donc qu'on pouvait produire moins cher et que comme ça on pouvait fournir l'électricité à toute la population. Ben, ça a changé. Aujourd'hui, les coûts de production des énergies renouvelables va à chaque fois en diminuant, mais c'est tous les ans. Ce n'est pas juste que ça c'est arrivé il y a quelques temps, mais c'est que ça continue et qu'on projette aujourd'hui des coûts qui sont largement inférieurs au nucléaire. Le nucléaire était le choix de la France parce que c'était l'énergie la moins chère qu'on pouvait produire et massivement. Ben, aujourd'hui, c'est plus vrai. Aujourd'hui, quand tu prends en compte les coûts de démantèlement, que tu prends en compte de ramener le combustible nucléaire et tous les problèmes politiques que ça implique aussi derrière. Hein. Et on sait, il y a des appels d'offres et les prix que proposent les investisseurs, ils sont publics. On sait qu'aujourd'hui, ils sont capables de proposer des kilowattheures qui sont moins chers que ce que fait le nucléaire. Et ça se voit. Maintenant, c'est des zones où il y a énormément de ressources. Par exemple, l'Espagne, où il y a du soleil, ou le Mexique, où il y a du... Donc, il y a des endroits qui sont privilégiés, mais le fait de la baisse des coûts fait que même des endroits qui ne sont pas forcément très très bons, comme la France pour le soleil ou pour le vent, se retrouvent quand même à avoir des prix qui sont inférieurs au marché. Et dans tous les secteurs des énergies renouvelables. Le solaire, c'est là où c'est le plus dramatique et c'est le plus facile aussi pour installer soi-même. Parce qu'un panneau, ça a une taille humaine, quelque part. On n'a pas besoin de faire ça sur 500 hectares ou 1000 hectares. On peut avoir son panneau, 2 panneaux, etc. Donc ça permet la diversité et la répartition dans tout le territoire, sans énormément de transport. Et c'est une réalité aujourd'hui qui est un peu économique. Mais on y arrive, c'est ça la grande nouvelle, qu'on va pouvoir faire cette transition énergétique nous-mêmes. Pas besoin d'attendre les grands acteurs du marché. Et bien nous, en tout cas, on est très très fiers et on fait une fête le 11 octobre pour fêter cette entreprise et ses premiers panneaux. Ouais. Et c'est très excitant. Ouais, bravo. Voilà, Philippe, il est super content d'avoir pu parler d'énergie depuis le temps qu'il a envie d'en parler. Et du coup, maintenant, je vous laisse. Je retourne voir mes panneaux et essayer de trouver de nouveaux associés. Merci Fabienne. Merci Fabienne. Merci à vous, au revoir. Du coup, on va passer à toi, Maxime. Chacun son tour. Tu sais. Ouais, parce que quand même, avant de parler de l'éléphane, moi j'ai envie qu'on parle un petit peu de ton parcours parce que je pense que tu pourrais en inspirer plus d'un. Par où commencer ? Alors moi du coup, j'ai 29 ans maintenant, ça fait 2 ans qu'on travaille sur le projet de l'éléphane. Je me suis mis en fait à réfléchir à ces questions d'alimentation très tôt en fait. C'était pendant mes études d'économie où on avait en cours abordé la question de l'arrivée des supermarchés et de leur stratégie qui a été de pousser les producteurs à se spécialiser dans un seul produit. Tout ça en leur proposant des contrats très juteux, en disant bon, si tu produis que du blé et que tu m'en fournis 1 tonne, 2 tonnes, 5 tonnes, je te donne un prix qui est supérieur au prix de marché. Tout ça, ça a été pour accompagner en fait la spécialisation des producteurs. Et quand on s'est retrouvé avec que des producteurs qui avaient des surfaces immenses en monoculture, ils ont commencé à négocier à la baisse les tarifs. Sauf que un producteur qui doit se débarrasser de 25 tonnes de blé, il n'a pas le choix que d'accepter un prix à la baisse, quitte à se retrouver avec des prix inférieurs à ses prix de production. On connaît ces sujets-là. Ouais. Voilà. Et du coup, ça m'a été ma première révolte un peu contre ça. Et j'ai trouvé et bien des années après, alors que j'étais devenu consultant, j'avais accompagné des entreprises, etc. Dans le monde complètement dans la santé, donc rien à voir avec l'alimentaire, quoique, effectivement. J'ai eu un accident assez grave et du coup j'ai pris des vacances. En fait. J'ai pris 1 an de vacances pour voyager, pour retrouver les pieds sur terre, etc. Et en fait, j'ai rencontré des Américains, je ne suis pas du tout aux États-Unis, mais j'ai rencontré des Américains qui venaient de New York et qui m'ont parlé parce que du coup on parlait donc là-bas de la monoculture de l'huile de palme.
Parce que j'étais passé par la Birmanie, donc j'étais en Asie du Sud-Est, donc j'étais passé par la Birmanie où j'étais assez choqué de voir ces immenses... c'est même plus des champs, parce que là, en avion, quand on arrive à Kuala Lumpur, sur la dernière heure de vol, on ne voit que des champs Non, c'est de la forêt, quoi. avec de l'huile de palme. Des lignes. Pendant 1 heure en avion, donc ça va assez vite en avion, donc 1 heure c'est assez grand. Et on voit ça à perte de vue dans tous les sens. Enfin, ouais. Et du coup, j'étais assez choqué, et du coup on en parlait avec des Américains que j'avais rencontrés dans une auberge de jeunesse. Et ils m'ont parlé de cette coopérative à New York qui s'appelle la Park Slope Food Cooperative, qui existe depuis 1973, qui a aujourd'hui près de 17 000 adhérents. En gros, le concept, c'est une coopérative, donc c'est une entreprise qui appartient à ses membres et où chacun participe. Donc là-bas, chacun donne une fois toutes les 4 semaines 2h45 de son temps pour faire de la mise en rayon, la caisse, la réception des livraisons, l'achalandage, tout ce qu'il y a à faire, tout ce qui fait qu'un supermarché fonctionne. C'est les membres clients qui s'en occupent. Et on ne peut pas être client si on n'est pas membre. Donc ça, c'est le côté très pratique de comment fonctionne le supermarché, mais derrière l'idée, c'est qu'ils se réappropriaient la distribution alimentaire, le choix des produits alimentaires. C'est des membres, ce sont des membres qui choisissent les produits qui sont dans les rayons. Il y a des campagnes de déréférencement si un membre dit moi je considère que ça n'a rien à faire chez nous. Parce que c'est polluant, parce que c'est mauvais pour la santé, parce que c'est pas responsable, c'est pas socialement responsable, quelles que soient les raisons. Il propose et il y a un vote au sein de la coopérative pour dire on le garde ou pas. Et donc voilà, donc moi j'ai fini mon voyage, je suis rentré sur Grenoble et puis ça me tournait en tête. Enfin, ça m'a tourné dans la tête pendant un moment, j'en ai parlé à des amis et du coup on est parti, on était 4. En tant que fondateur, quand on a créé l'association. C'était en mars 2016. Aujourd'hui, on est en septembre 2017 et on atteint les 900 adhérents. Et donc en 18 mois, on a pu créer notre épicerie. Donc, on n'en est pas encore allé au stade du supermarché, parce que c'est une histoire de taille. Un supermarché, c'est grosso modo 1000 m² de surface de vente. Nous, là, on atteint les 200 m². C'est une grosse épicerie, ouais. C'est une grosse épicerie. Et du coup, on a ouvert ça donc, le 1er septembre. Donc, la petite histoire, ce qui est assez marrant, c'est que ça a duré 18 mois pour en arriver là. Et notre projet s'appelle l'Éléphant. L'Éléphant en référence aux éléphants d'Hannibal qui ont traversé les Alpes 400, il y a un bon moment. Et du coup, en fait, c'est 18 mois, c'est pile la durée de gestation d'un éléphant. Donc, on a trouvé ça assez cool de réussir à faire ça en 18 mois. Donc, l'objectif, là, c'est dans les 18 prochains mois d'arriver au supermarché. Donc c'est une autre étape. C'était sur la bonne voie, ouais. Et du coup, là, donc nous, on essaye de monter ça, de monter un projet. Donc nous, on est associatif. Donc on a pris le pari pour l'instant de rester en modèle associatif, donc à but non lucratif, complètement. Sauf qu'on même on ne peut pas en fait, faire autrement. Où tous les clients sont membres et que si on n'est pas membre, on ne peut pas être client. Donc c'est comme les autres supermarchés coopératifs. Et donc voilà, pour l'instant ça marche très bien. On n'ouvre pour l'instant que 2 jours par semaine, parce qu'il faut qu'on forme les équipes pour pouvoir, tous les bénévoles en fait, il faut qu'on forme les 900 bénévoles. Parce que si on est membre, on doit participer aussi au fonctionnement du local. Hein. Oui, c'est ça, ouais. 3 heures par mois. Ouais. 3 heures par mois. 3 heures par mois seulement. C'est 3 heures toutes les 4 semaines techniquement. D'accord. C'est plus facile plutôt que par mois. Ouais. Et du coup, l'idée, c'est ça, on vient faire la caisse, on vient faire la réception des livraisons, faire la mise en rayon. Il y a tout un lien social qui doit se créer aussi. Ouais, c'est ça. Ça, c'est le plus. En fait, ça a été pendant un moment. En fait, on a eu une perte, sur un an d'exercice. On a eu un petit mou parce qu'on faisait des achats groupés auparavant. C'est-à-dire qu'on proposait en fait une liste à nos adhérents de produits qui précommandaient. Nous, on se retournait vers les producteurs, on les faisait finir, etc. Et en fait, c'était assez compliqué parce que c'était énormément de travail, parce qu'on avait un local qui n'était pas du tout qui servait pas du tout à ça. Hein. C'était un logement, un test. Donc ça avait rien à faire. C'était pas du tout fait pour ça. Donc c'était très compliqué. Il fallait qu'on gère énormément de relations avec les producteurs. Enfin, c'était un gros bazar. Mais en fait, le simple fait de voir ce que ça crée en fait quand les gens venaient chercher leurs produits et cette ambiance qu'il y avait, c'est clairement ça qui nous a tenus et on ne regrette pas du tout parce que quand on passe à l'épicerie, c'est complètement différent de tous les supermarchés, même les petites épiceries de quartier qu'on peut voir. Qui existent ça rend les gens un peu des consommateurs finalement, non ? Complètement. Ouais.
Déjà, rien que par le fait de ce que je disais, hein, c'est que là, nous, les produits, c'est pareil, ils sont choisis par les membres. On a un cahier de remarques. On dit, moi, je voudrais qu'on ait ça, ou je connais tel producteur, etc. On a chaque adhérent, si c'est une question qui l'intéresse vraiment, il peut rentrer dans une commission qui s'appelle la commission approvisionnement, dont le seul rôle maintenant, avant, il avait beaucoup de rôles, mais maintenant, le seul rôle, c'est de choisir les produits. Mais s'il est plutôt intéressé par les questions de l'aménagement du local ou le côté gestion, comment on fonctionne, etc. Tout l'association ne fonctionne que par commission où tout le monde peut entrer. Ça fait des économies aussi en termes de quand tu achètes des produits? Oui. Alors, C'est même le but. ouais, c'est complètement le but. L'objectif, en fait, c'était pas simplement de se réapproprier, même si c'est important. C'était en fait basiquement de pouvoir de rendre accessible, de le rendre bio, accessible, le local. C'est ça. En gros, notre idée, c'est un projet de masse où on arrive à augmenter la qualité du panier en tirant les prix vers le bas. C'est combien? Il y a un pourcentage un peu de combien ils économisent? Alors, nous, on n'a pas fait de calcul encore, parce qu'on n'a pas encore assez de recul et on n'a pas une gamme assez large. Mais à l'ouverture de leur supermarché à Paris, donc la Louvre, ils ont annoncé à l'ouverture des prix de 15 à 40% moins chers en fonction des produits. Et je pense que nous, il y a beaucoup de produits sur lesquels on est très... On pense... Il faudrait qu'on travaille plus vraiment mathématiquement à les vérifier que c'est vrai, mais il y a plein de produits où on sait qu'on est vraiment pas cher, pour des produits bio. Et tout à l'heure, tu parlais de responsabilité sociale. Vous avez les produits sont essentiellement bio ou vous acceptez toutes sortes de produits? À l'heure actuelle, on est une très grande majorité bio, surtout sur les produits frais, tout ce qui est fruits et légumes et tout ce qui est périssable. Pour la simple raison déjà que tout ce qui est frais, on est obligé de travailler avec des producteurs locaux parce que c'est beaucoup plus facile de se faire livrer avec des producteurs locaux et que à Grenoble, on a une topo. J'ai pas compris, t'as dit on est majoritairement bio ou pas bio? Bio, on est majoritairement en bio. Et on est quasiment surtout le principe. Ouais, voilà. Et sur le frais, on est quasiment exclusivement en bio. On a quelques produits pas bio en sec, etc., notamment pour des questions d'accessibilité, parce qu'il y a des produits qui en bio sont tellement rares qu'il y a les prix sont excessifs. Que nous on considère excessif. Donc on essaye autant que possible d'avoir une autre gamme qui ne soit pas bio, qu'on essaye malgré tout de trouver de qualité, parce qu'il peut y avoir du très bon non bio qui est de très bonne qualité, mais à un prix vraiment qui nous corresponde plus dans le sens qu'il est plus abordable. Alors quand on choisit un produit, c'est quoi? Comment on s'en réfère? C'est-à-dire que la priorité c'est que ce soit local, que ce soit biologique, que ça coûte pas cher. Comment on arbitre en fait entre différents produits? Pour nous c'est le gros cœur de l'asso, c'est qu'en fait il faut faire tout ça à la fois. Il faut trouver un produit qui... Alors par exemple, les fruits et légumes, nous, on ne va pas se battre pour aller trouver d'autres fruits et légumes parce qu'on a des fruits et légumes qui sont bio, locaux et pas chers. Bon. Parce qu'on arrive à avoir des négociations avec nos partenaires qui sont des producteurs du coin, avec qui on s'engage en disant voilà, nous on vient de commencer et toutes les semaines on augmente les quantités parce que tous les samedis on se retrouve à sec complètement, on n'a plus assez de produits le samedi après-midi. Donc en ce moment on fait que augmenter les quantités, donc pour les producteurs ça leur va très bien. Même si ce qu'on disait tout à l'heure avec Fabien, on est dans une région qui est assez compliquée par rapport à la topographie, on est entouré de montagnes, donc toutes nos parcelles, c'est surtout des petites parcelles. Nous, la parcelle moyenne, je crois que c'est dans l'ordre de 3 hectares, 5 hectares, ce qui est ridicule. Donc après, on peut aller chercher dans la Drôme et l'Ardèche, qui sont un peu plus au sud, où là, c'est beaucoup plus plat et on a des parcelles beaucoup plus grandes. Mais du coup, à nous, l'objectif, c'est, en tout cas avec les producteurs locaux, d'essayer de nouer des partenariats sur un long terme et sur des quantités qui, pour eux, sont vivables et gérables. Alors je suis désolé, moi j'ai une autre question, parce que je n'ai jamais été à la Louve en fait, donc, ou ni chez les fans, donc à découvrir. Mais au niveau des emballages, comment ça marche? Parce qu'on essaye tous de réduire un peu nos emballages. Il y a un principe, c'est du vrac en fait que vous proposez lorsque... C'est tout. Nous, notre objectif, tu vois, c'est vraiment d'être d'être un projet de masse. On ne peut pas s'adresser qu'aux initiés qui ne mangent que des produits, enfin qui ne consomment que des produits en vrac. On a un grand rayon de vrac, je crois qu'on a 70 références de produits en vrac, alors qu'on vient de commencer, mais pas exclusivement. On ne peut pas se permettre de ça parce qu'on ne veut pas braquer les gens. En fait, il y a une énorme barrière qui est symbolique dans l'accès au bio. Il y a des études qui sont faites par le supermarché coopératif de Paris, de Bruxelles, qui s'appelle Biscope. Ils sont accompagnés par des universitaires qui réfléchissent notamment sur ces questions de l'accessibilité. Ils se sont rendus compte que le plus gros frein,
c'est simplement les gens qui se disent « Ah non mais ça c'est bio, c'est pas pour moi ». Juste parce que ils se sentent pas visés. Ça c'est bon, après c'est parce que des années et des années de marketing sur le bio en tant que produit de luxe, c'est énorme. Voilà, derrière, il y a c'est un conditionnement qui a été fait comme ça. Mais nous, du coup, on ne peut pas se revendiquer. On ne cherche même pas à se revendiquer en tant que tout bio, en tant que tout vrac. Parce que notre objectif, c'est d'être un procédé de masse et de pouvoir proposer ça à tout le monde. C'est l'expérimentation avant tout. Ils font de leur mieux, c'est déjà pas mal. Ok, merci pour ce témoignage. Maintenant, on va parler d'autonomie alimentaire, Laurence. Oui, on le rejoint complètement. On le rejoint, la question de former des personnes à l'organisation globale de l'approvisionnement-distribution. Pour moi, ça relève d'une pratique d'autonomie alimentaire. Quand Fabienne parlait tout à l'heure de la place des collectivités dans un mouvement de masse, je pense par exemple à la question des jardins. Pour que tout le monde ait un droit au jardin, eh bien oui, il faut à un moment donné que le foncier des collectivités, des bailleurs, etc. S'impose pour pouvoir offrir tout ça. Et donc, entre les échanges qu'on a eus jusqu'à présent, ou ce que vous avez renvoyé, Fabienne, toi notamment, je crois qu'on est sur le même thème. L'autonomie alimentaire, pour le collectif, c'est ça. C'est comment est-ce que le territoire peut se donner les moyens avec toute une série d'acteurs, toute une série d'outils, de se prémunir du risque, peut-être c'est sévère, mais du risque de l'absence alimentaire. Le moindre choc pétrolier nous amène à être amputés et affamés. Paris, c'est 4 jours. L'Île-de-France, je crois, c'est 4 jours d'autonomie alimentaire. Donc imagine comment si nous bloquent pendant une semaine. Bordeaux, c'est 3 jours. Enfin bon. Et donc, c'est quels outils, effectivement, vont nous permettre de tendre vers ça. De tendre, simplement. C'est une histoire de mouvement. L'objectif à atteindre, je pense que l'objectif global, 100%, c'est dans un horizon que je ne mesure pas. Mais c'est vraiment le mouvement. Et donc le mouvement, ça suppose de partager cette réflexion avec des paysans, avec des collectivités, avec des distributeurs, avec des habitants, des jardiniers, des enfants, des écoles, pour justement que chacun se positionne par rapport à ses propres choix et ses propres possibilités, ses propres moyens à mettre dans ce mouvement de l'autonomie alimentaire. Donc voilà, le collectif, il est tout jeune aussi. Il a 1 an et demi. Il a été lancé le jour où le film Demain a été diffusé ici sur Grenoble. Et puis ça a été une réunion en fait de personnes qui sont tous interpellés par la question des jardins, la question des semences, la question de l'alimentation. Et on s'est dit comment on fait pour être plus fort en pédagogie sur ce thème ensemble. Et donc on a lancé un petit collectif. Et aujourd'hui, je pense qu'on a un rôle de pédagogie avec des outils comme un jardin incroyable comestible par exemple, avec l'organisation d'ateliers où on met les gens en situation de réflexion sur leur propre mode de consommation et d'achat. Et puis on est aussi promoteur de certains projets. On est en train de réfléchir à identifier localement où sont les espaces qui pourraient nous permettre de jardiner ou qui pourraient permettre de jardiner aux autres de jardiner par eux-mêmes. Donc voilà, ça va être ce genre de choses. Notamment, c'est ce dont tu m'avais parlé avec le PADES. Voilà, moi je suis très très touchée par ces questions-là parce que j'ai travaillé longtemps dans une association qui s'appelle le PADES, qui signifie Programme Autoproduction Développement Social et qui a pour objet de convaincre de l'intérêt de développer des projets qui mettent les personnes en situation d'autonomie de faire. Le problème, c'est que bon nombre de personnes n'ont pas les moyens de se mettre en autonomie de faire. Parce qu'on n'a pas d'argent pour acheter des outils pour retaper sa baraque, parce qu'on n'a pas de jardin, parce qu'on habite en HLM,
parce qu'on n'a pas les outils de cuisine et que maman ne nous a pas appris à le faire et pourtant on a déjà 2 mômes dans la poussette. Et donc comment est-ce que... Ou juste que ça ne nous a pas traversé l'esprit, parce Ça que je nous pense a- qu'il y a beaucoup de Tout à gens, fait. je ne suis pas Tout à fait. certaine que ce soit tant une question de moyens. Je crois qu'il y a juste beaucoup de gens que la réflexion ne vient pas, et que ce genre Effectivement. d'association impulse aussi cette réflexion. Effectivement, cela dit, le fondement du PADES vient du fait qu'un économiste et un sociologue se sont rencontrés, l'un en parlant d'économie non monétaire, tout ce que je fais, tout ce que je cuisine, tout ce que je fais en réparant mon vélo, c'est du service. Et si jamais il était pris en compte dans la valeur globale du pays, alors on ne parlerait plus de PIB, mais d'une autre valeur. Et donc, cette question de l'économie non monétaire, qui est une valeur en soi, qui rencontre un sociologue qui renvoie que les savoir-faire se perdent, que la transmission est en mal, et qu'il y a un moment donné, cuisiner, ça va être difficile, savoir jardiner, ça va être difficile, savoir reproduire ses semences, ça va être difficile, etc. etc. Et donc, comment on crée des systèmes, des dispositifs pour mettre des gens qui sont en incapacité de faire, par faute de moyens ou par faute d'autres choses, en situation de faire. Et donc ça veut dire de l'accompagnement et du transfert de savoir-faire. Voilà, ça c'est le principe du PADES. Et donc sur les jardins, on en est là. Le jardin incroyable comestible ici, c'est un excellent outil de diffusion des questions d'alimentation, de saisonnalité, de diversité des semences, de pratiques jardinières éco-responsables, etc., etc. Du retour à la terre. De retour à la terre, oui, bon. Cela dit, donc il y a un groupe qui vient, des gens qui viennent, et puis finalement ils viennent pas une fois, ils viennent tous les mercredis, et puis ça devient un groupe, et puis les fondatrices ont autre chose à faire, et on se rend compte que ce groupe n'est pas autonome sur le jardin. Quand est-ce qu'on plante, quand est-ce qu'on sème la roquette, les nouvelles salades, on les met où, Et donc ce problème justement de l'autonomie alimentaire, si jamais on parle des jardins, eh bien elle suppose qu'il y ait de la transmission de savoir-faire. Et donc je rejoins cette idée de former des adhérents. Pour nous c'est un objectif aussi, d'être dans cette force de proposition, de formation, d'accompagnement. Ça va être vrai auprès des individus jardiniers, individus cuisiniers. C'est de l'autonomie dans l'autonomie, quoi. Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est génial. Mais ça va être vrai au niveau des collectivités. Et combien d'entre elles sont en mesure de se poser la question d'objectifs en matière d'autonomie alimentaire? Très peu. Très très peu. On ponctue le territoire de quelques jardins partagés, on applaudit, bravo, très beau, c'est magnifique. Mais on ne se pose pas la question de l'utilité de ces outils. Du point de vue de l'autonomie alimentaire, éventuellement on les regarde du point de vue de la nature en ville, on les regarde du point de vue du lien social, mais on ne se pose pas la question de ces jardins du point de vue de la force qu'ils ont en termes justement de qualité de vie nutritionnelle, sanitaire, culinaire et donc culturelle. Et donc ça, c'est pareil, c'est un travail d'accompagnement et de sensibilisation des collectivités, élus, techniciens, tout confondu, même paquet. C'est vrai aussi au niveau des entreprises, c'est vrai aussi au niveau des bailleurs sociaux qui ont du foncier, qui ont des cantines collectives et qui peuvent peut-être à un moment donné se poser mieux la question de la manière dont ils fonctionnent quand ils proposent leur cantine, etc. Si jamais on parle du sujet ensemble. Voilà notre rôle au niveau du collectif. Ok, c'est génial. Ambitieux, hein. Ouais. Mais il faut. Parce que la France, c'est le premier pays consommateur d'antidépresseurs en Europe. Donc voilà, je pense qu'une bonne façon d'aller mieux, c'est aussi de nourrir son âme et tout ça, finalement quitter un métier qui ne te plaît pas pour faire quelque chose qui est plus en accord avec tes valeurs, ramener les gens à la terre, ramener les gens vers une autonomie, mais vraiment une autonomie à l'échelle de toi-même, tu vois, de savoir-faire. Pour moi, c'est ça. Il faut noter que la transmission de savoir-faire est gratuite. C'est ça qui est génial, c'est ce qui la rend démocratique et universelle. Oui et non, parce que tu vois... Mais... Tu vois le modèle de l'incroyable comestible, c'est un échange bon enfant, c'est du temps libre, et en même temps ce sont des compétences.
les compétences en permaculture, les compétences par rapport aux semences, les compétences. Ce sont des compétences. Et à un moment donné, le temps que tu consacres, je veux dire, quel est le curseur que tu vas, où est-ce que tu vas placer le curseur de ton temps libre offert, partagé, et le curseur de ton temps qui est rémunérateur et qui fait qu'à un moment donné, toi-même, tu vas équilibrer ton système domestique. La question se pose du modèle du collectif, du modèle du temps passé à diffuser, communiquer, partager, accompagner des projets, etc. Ça se pose parce que finalement, c'est les nouveaux métiers de demain, quelque part aussi, tout ça. Bon, je vais te le mettre d'une autre façon, à coût marginal zéro. Parce qu'en fait, ça nous amène à la troisième partie de l'émission. Ça, je sais pas si tu as vu le lien, mais moi je le vois en tout cas. Parce que finalement, du coup, ça montre que même si au niveau de notre autonomie locale, on change les choses, finalement, on a besoin aussi d'une impulsion citoyenne au niveau administratif, au niveau changement de la société de façon plus globale. Ça, on a vu quelques exemples par les municipales qui sont pas mal. Non, mais moi je prends beaucoup de plaisir à vous écouter parce que j'ai l'impression que ce dont on parle, c'est assez politique finalement. C'est comment on va se réapproprier notre espace par différents biais. Donc on parle beaucoup d'alimentaire, de ce lien expérimentaux au travers de nouveaux schémas qui nous permettent de sortir des sociétés un peu plus traditionnelles et tout ça, ce sont autant de réflexions en fait pour nous impliquer de nouveau. Je pense que c'est la base de tout ça. Et aujourd'hui, on voit beaucoup de mouvements qui émergent, que ce soit sur des thématiques nationales ou locales, et les outils aidants, mais pas que. C'est surtout, je pense, une volonté qu'il y a réellement, au travers de plusieurs élections qu'il y a eu, de se dire que en fait, notre pouvoir n'allait pas se cantonner à un simple bulletin de vote. Et donc là, récemment, il y a eu une très belle initiative que vous connaissez peut-être qui s'appelle Ma Voix, durant les élections législatives, voilà, où le principe est super intéressant parce qu'en fait, l'idée de base, c'est de se dire on va se représenter nous-mêmes. Ensuite de quoi, lorsqu'il y a un certain nombre de personnes qui ont rejoint ce collectif, on va se tirer au sort pour savoir qui vont être ses représentants. Parce qu'en réalité, le représentant, il va se faire que la voix citoyenne. Donc peu importe qui ce sera en fait. Et en plus de ça, on propulse les personnes tirées au sort dans des circonscriptions qui ne sont pas les leurs. Et ça amène à réfléchir en fait sur le mode de scrutin de cette élection aussi, en se disant si je suis élu député, je ne suis pas le député d'une petite partie de la France, mais je suis le député de l'ensemble de la population. Et ces élections-là, ils n'ont pas eu en l'occurrence de députés encore, mais je pense que c'est surtout une dynamique d'éducation populaire qui est en train de s'infuser. Et j'ai bon espoir que aux prochaines élections, qu'elles soient législatives, municipales ou autres, il commence à y avoir des élus par ce biais-là. Et à partir du moment où il y a une personne qui va être élue, il va y avoir une plateforme mise à disposition de toutes les personnes, même celles qui n'auront pas voté pour cet élu-là, où des idées vont être soumises et les idées qui émergeront seront celles qui vont démocratiquement en fait être prises par ce député ou cet élu qui ne sera juste le porte-parole. Donc l'idée est très belle. Au niveau national, il y a eu, je crois, 2%. Moi, je trouve ça plutôt pas mal en fait, parce que ça veut dire que voilà, il y a déjà. La présentation. Ils ont commencé très tard. Et ça a démarré très tard. Même si leur campagne avec le petit miroir. Le miroir, exactement. Pas mal du Cool. Et puis en plus, on est dans un inversement complet dans le système politique actuel où nous, on a des espèces de figures messianiques qui portent les mouvements. Et là, c'est tout l'inverse. On se dit que chacun, finalement, peut être ce représentant-là. Et donc, peu nous importe le charisme éventuel de celui qui va le représenter. C'est une sorte de mélange de mandat impératif et d'intelligence collective, quelque part. Complètement, ouais. Mais le mandat impératif, c'est le mandat de l'ensemble des votants. Oui. C'est pas le mandat tout à fait. du député. Voilà, c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire qu'une fois que tu as voté pour lui, après derrière, il va falloir t'intéresser à la plateforme et continuer à t'engager. Même si t'as pas Coopérer. voté Même pour si lui, t'as pas voté, c'est c'est là là où où- voter, c'est surtout complètement, ça la différence. Et c'est vrai que souvent il y a des arguments qui arrivent en disant ah oui mais s'il y a des extrémistes de quelque bord qui soient qui viennent sur la plateforme, ils peuvent avoir une majorité. Alors déjà c'est clair que c'est le jeu, la démocratie c'est comme ça, donc il y a ce risque en permanence. Et en fait je pense qu'on pallie à ça dans la mesure où si on a déjà des personnes qui sont à ce stade national de représentation, ça veut dire que notre dynamique a aussi beaucoup changé, qu'il y a une éducation qui a été faite et on ne fonctionne plus par la peur mais par l'envie d'avancer. Donc voilà, je ne pense pas que ce soit un bon argument à invoquer. Mais puis de toutes les façons, si ça arrive, la démocratie a toujours été conçue ainsi, donc il faut pouvoir l'assumer.
Bon, c'est clair que ces militaires derrière, nous, on les a pas choisis, mais on les subit aussi. Voilà. Et un exemple plus concret, du coup, Ouais, au on niveau pourrait parler local. de Saillant. Ouais, exactement. Alors là, c'était aux dernières élections municipales, c'était en 2014 donc. Il y a une petite commune qui s'appelle Saillant, qui est dans la Drôme, et dans laquelle un collectif de citoyens s'est constitué. Et ils se sont dit, plutôt que de se battre éternellement, frontalement vis-à-vis de la mairie qui ne représente pas nos intérêts, on va monter nous-mêmes une liste et on va gérer collectivement la mairie. Donc ils y sont parvenus. C'est la première commune de France qui a fait ça. Alors aujourd'hui... Élu à 57%. Voilà. Donc ils ont fait en fait toute leur campagne, ils l'ont faite. C'est-à-dire qu'ils sont partis de 60 citoyens, je crois. Et ils ont dit, voilà, en fait, nous, on n'a pas de projet électoral, On n'a pas d'idée. mais on va le faire ensemble. C'est-à-dire Ouais, que c'est notre vrai. projet, C'est vrai. On a pas d'idée, on a c'est du qu'on fasse pétrole. ensemble. Donc on fasse ensemble un projet. Et ça, c'est génial. Tu vois. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas arrivés avec programme arrêté, ouais. un programme arrêté. Ils sont arrivés en me disant, nous, ce qu'on veut, c'est ce que vous voulez, et choisissons ensemble ce qu'on va présenter comme programme. Donc c'est génial. C'est-à-dire que dès le départ, tout a été fait avec les citoyens. Du coup, de là ont émergé des élus. Qui ont porté je crois qu'il y avait 30 initiatives dès le départ. Ouais, je crois qu'ils en avaient 30, sélectionné une quinzaine. Ouais, ou une quinzaine, je sais plus. Qui était un point de départ. Ouais, qui était un Ouais. point de départ. Ils ont été quand même élus à 57%. Donc c'est cool. Et, Il y a eu un temps d'apprentissage, je crois. Bien sûr, et et rentre ça l'est maintenant- encore en fait, parce qu'il y a eu un énorme engouement au moment où on s'est dit on va reprendre la mairie, mais en fait l'enjeu derrière c'est de mettre les mains dans le cambouis, c'est de travailler. Et au départ, on se dit comme on l'a jamais fait, est-ce qu'on est capable de le faire? Est-ce qu'on a le temps à se dégager aussi? Parce que l'idée est belle, et les outils également, ouais. Mais en pratique, ça demande un réel investissement. l'outil principal, c'est quand même l'intelligence collective. C'est l'intelligence collective et c'est l'envie de faire, ouais, complètement. Et, C'est toujours difficile de décanter cette intelligence collective. Alors, ce qui est très intéressant, Oui. moi, je trouve, c'est qu'ils mêlent Le temps de certains concepts. l'échange, de la décision. Il mêle la collégialité. Donc, c'est-à-dire qu'on est sorti de ce truc où le maire, c'est la figure. C'est-à-dire que le maire, il travaille en binôme ou en trinôme. Chaque élu travaille en binôme ou en trinôme. Donc, il n'y a plus ce truc où on est un seul décisionnaire. Après, chaque fois qu'ils ont des assemblées, les assemblées, elles sont publiques. Et il y a un rapport après chaque assemblée. Donc, il y a une espèce de transparence qui est quand même hyper importante. Et puis il y a ce conseil des sages aussi qui est assez cool, qui est une espèce de constitution veille. locale en fait, voilà, qui va qui veiller veille à la démocratie en fait. Exactement. C'est-à-dire, C'est marrant, au sein de l'Éléphant, on a aussi un conseil des sages. Ah ouais qui a le même rôle en fait, c'est de faire en sorte que à travers le temps, parce que nous notre fonctionnement implique en fait un renouvellement fréquent du conseil d'administration. L'objectif c'est que tous les 2 ans, le conseil d'administration soit quasi renouvelé intégralement. Et du coup, on a malgré tout ce conseil des sages qui eux ne sont pas élus, qui n'ont pas de voix aux délibérations, mais qui sont là pour vérifier que l'idée même du projet ne soit pas détournée. Ils ont leur seul pouvoir, c'est un pouvoir d'interpellation en assemblée générale, en disant bon, il y a un problème. Qui les identifie, les élit, qui les Qui les choisit? désigne. Alors, Qui les désigne, merci. les premiers conseils alors, pour raconter l'histoire, nous en mars 2016, quand on a créé l'asso, on a pris les premiers statuts qui passaient, on a mis le nom de l'asso, etc. Et puis on a dit, de toute façon, là on n'est que 4, on ne correspond pas du tout à ce que sera l'asso dans un an, donc on va attendre, on prend ça et ça ira très bien. Du coup, j'ai été le premier président de l'association. Et 6 mois plus tard, on était dans les 200 adhérents, et puis on a dit, bon, là en parlant des statuts, il faut les changer, hein, ils sont nuls. Voilà. Donc on dit qui c'est qui est intéressé par ça dans l'asso, et puis il y a un groupe qui s'est monté, qui du coup est devenu la commission gouvernance. Et ils ont taffé sur les statuts et ils sont revenus avec les statuts d'une asso à gouvernance collégiale. Donc on est jusqu'à 18 coprésidents, 18 présidents, tous présidents, trésoriers et secrétaires. Et donc les 6 commissions, etc. 2 collèges votants, les référents des 6 commissions et 6 adhérents issus de l'Assemblée générale, donc 3 par le vote et 3 par le tirage au sort. Et après 2 commissions qui sont non votantes, c'est le collège des salariés. Non, pour l'instant, on n'en a qu'une, qui est arrivée là, juste à l'ouverture de l'épicerie, et les sages. Et donc les sages, c'est toujours d'ailleurs les 4 membres fondateurs, et on rentre dedans par cooptation. Donc on n'a toujours pas coopté personne parce qu'on n'a pas eu le temps de se pencher sur la question. Mais l'idée, c'est qu'ils considéraient qu'en tant que sage, on était porteur de la vision initiale,
du projet et qu'il fallait qu'on fasse rentrer d'autres gens pour pas que ça porte que sur nos 4 épaules, mais qu'on était garant de cette idée qu'était l'éléphant et de ce que ça devait venir. Et en même temps, vous n'avez aucun pouvoir. Pas aucun. C'est ça qui est voilà, bon. Le seul pouvoir qu'on a, c'est en assemblée générale de dire il y a un problème. Et d'expliquer, mais ces statuts sont publics ou pas? On peut les retrouver sur Internet? Ah ouais, c'est pas mal, ils sont le modèle, ouais. On les a déposés à la préfecture, donc ils doivent être trouvables. Ça pourrait servir Mais d'inspiration à d'autres collectifs. Ils sont sur notre site internet. Sur votre site, super. Ce qui est génial, c'est que dans tous les types d'organisations, pardon, je t'ai interrompu, mais je voudrais qu'ils nous disent après le site pour que. Mais non, mais c'est qu'il y a une vraie, comme tu dis, une vraie intelligence collective qui se met en place, et que ce soit sur de la politique pure, puisqu'on parlait un peu de ça, que ce soit sur des modèles comme l'éléphant ou sur d'autres, on essaye de réfléchir, en fait, quand tu parlais d'autonomie, rendre les gens autonomes dans l'autonomie. Non mais il y a une vraie réflexion qui est en train de changer réellement un modèle de, je ne sais pas si le mot juste c'est gouvernance, mais de se dire comment on va faire des choses justes en fait. Et ceux qui veulent s'impliquer le feront. Avec Alex, parce que nous on a fait un film qui s'appelle Déclic de conscience. À la fin de ce film, on a beaucoup galéré en fait pour faire aboutir une toute petite loi sur la biodiversité et sur les semences. On s'est dit comment faciliter le processus. Et donc on a travaillé avec des parlementaires, notamment un qui s'appelle Joël Labbé, pour écrire un nouvel amendement qu'on va essayer de faire rentrer maintenant dans la loi pour qu'existe le droit d'amendement citoyen, pour que chacun, un jour, puisse écrire des lois qui vont être votées au Sénat et à l'Assemblée nationale. Et je pense que ça s'inclut dans le même processus, c'est-à-dire que aujourd'hui, on a envie de se responsabiliser. On n'a pas envie d'écrire peut-être sur toutes les lois, parce qu'une fois encore, ça demande beaucoup d'investissement, de connaissances. Et puis, l'idée étant de se dire, on a peut-être une expertise ou un savoir à un moment donné, et c'est à ce moment-là qu'il va être utile. Alors, moi, je vais faire un peu de pub parce qu'on a lancé une pétition la semaine dernière, pour que puisse exister ce droit d'amendement citoyen. C'est pas de la pub, tu le fais pas pour Jonathan Attias. Non, mais c'est pour ce droit-là. Oui. On fait une pétition pour le droit de pétition. Exactement. Non, mais c'est vraiment ça. C'est une pétition pour les pétitions, en fait. Et l'idée, c'est qu'on puisse aussi le porter. Et puis tout ça, c'est des points de départ en fait, parce que je pense que si on s'approprie ces outils, ça va aller crescendo et ça va se multiplier, ça va s'essaimer en fait réellement. Donc voilà, moi je sais pas si on vit dans un microcosme qui nous permet de voir ça, mais j'ai l'impression que ça bouge énormément. On peut parler de lobby citoyen aussi. On peut parler de lobby citoyen, ouais, exactement. Il y a un vrai contre-pouvoir citoyen qui est en train de se mettre en place. Alors certes, il est peu médiatisé, mais pour celui ou celle qui s'y intéresse, il y a énormément de moyens de s'impliquer. Et d'ailleurs, on parlait de Ma Voix et de Saillant, mais il y a aussi des initiatives comme iBoycott, qui est assez exceptionnelle. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. On en a parlé dans la première émission. La première émission. On en a parlé dans la première émission, exactement. Mais je vais faire juste un rappel dessus, parce que ce sont les consommateurs donc, qui vont décider quels produits ils veulent voir, et s'il y en a un qui présente un dysfonctionnement, vont lui signaler et en retour vont attendre un changement pour lever ce boycott-là. Donc ça montre aussi qu'il y a une dynamique de collaboration au travers et pas d'affrontement avec ces marques-là. Et je crois que ça a fait bouger, parce que nous on l'a suivi au tout début, mais là on en voit les résultats. Ça a pas mal fait bouger les lignes de Petit Navire notamment, qui a complètement levé ses filets, de Starbucks et tout. Donc voilà, il y a des moyens d'agir. À nous et pour le lobby citoyen, où est-ce qu'on se renseigne sur le net, par exemple? Écoute, on met en place des ateliers de réflexion parce que nous c'était juste embryonnaire ce qu'on a fait, et l'idée c'est de pouvoir pas créer quelque chose de nouveau, mais plutôt prendre ce qu'il y a d'existant, à savoir les plateformes, les juristes, les personnes de terrain, pour faire comme ce que fait un peu Alternativa, mais là cette fois-ci d'un point de vue législatif, pour que tout le monde se retrouve et travaille à un moment donné sur une ou différentes lois qu'on portera jusqu'aux assemblées. Donc donner aux parlementaires ou aux argumentaires, élus, leur donner les arguments, les lois déjà exactement. écrites, comme le pour fait qu'ils les puissent lobbies. passer comme un lobby Exactement. industriel dégueulasse. C'est le droit d'amendement citoyen aussi. C'est aussi l'idée du droit d'amendement citoyen, mais l'idée d'un lobby citoyen, c'est qu'on fasse ce que font les lobbies traditionnels lorsqu'ils veulent faire passer une loi, c'est qu'ils ont des batteries de juristes avec lesquels ils travaillent. Ils déposent sur le bureau une loi toute faite et le parlementaire va juste le reprendre pour la faire voter. Nous, on peut faire, l'idée c'est de faire la même chose avec des parlementaires qui représentent
représente nos intérêts. Moi, je pense vraiment à Joël Labbé pour nous, en tout cas, qui nous a énormément Comme dans aidé. Déclic de et qui est- conscience. Voilà, dans Déclic de conscience, et qui est demandeur de ça. C'est-à-dire qu'on en discutait beaucoup avec lui, Bien avec sûr. Aurélien, son attaché parlementaire. Il dit, nous, il nous manque cette expertise. Et donc, on aimerait avoir, nous aussi, des argumentaires Surtout que pour ça le... rentre pour un député, ça rentre sur 2 points importants. C'est qu'il y a de plus en plus de suivi sur l'activité des députés et qu'un député qui ne dépose pas d'amendement, qui ne fait rien, ça commence doucement à être mal vu. Sauf que le plus facile, entre guillemets, de nos jours, c'est juste de prendre dans les centaines de courriers qu'ils doivent recevoir par jour les amendements tout faits qui viennent des labos pharmaceutiques, des grandes, etc., pour aller dans leur sens. Mais tu Donc, soulèves un point si on très leur juste, propose hein. la même chose en citoyen, ils seront probablement plus amènes de... Et c'est clair que si on veut qu'il n'y ait plus d'impunité, il faut qu'on observe ces assemblées aussi. Et je pense qu'il y a quelque chose à faire là-dedans. Encore une fois, c'est un stade de réflexion, je ne sais pas ce que ça pourrait être, mais dès l'instant, on regardera leur activité et on s'assurera qu'ils représentent bien nos intérêts. Du moins, on leur fera comprendre. Comme on est dans une logique assez électorale, on peut espérer qu'ils aillent dans notre sens. Ouais, il ne faut pas espérer de toute façon de révolution citoyenne sans implication citoyenne. C'est pas possible, ça va de pair. Il y a un moment donné où il faut arrêter de rester passif, les bras ballants et dire oh là là, on a encore n'importe tous qui au pourris, pouvoir, ouais, etc. Voilà, c'est là. Faut se prendre en main et ouais, construire ouais. le monde qu'on veut avoir. Ouais, il y a des tonnes Faire d'associations qui nous-mêmes. sont là pour t'aider à apprendre à rédiger une loi, Bien sûr. pour comme ma voix, donc pour créer une autre dynamique sur les législatives. En 2020, eh ben, le modèle de Saillon, il est reproductible dans toutes les villes de France. Hein, donc allez-y, Formez-vous un impulsez. groupe de citoyens. Bah ouais, impulsez Ouais, ouais. votre propre liste, faites de la démocratie participative. Participative, ça tient vraiment qu'à nous, en fait. C'est même de la démocratie contributive. Bah oui, je sais que C'est un terme qui nous plaît bien. Voilà, Évidemment, c'est que envie de- plus que de la participation, on va vraiment contribuer pour enrichir. Ouais. Voilà. Bon, bah, je crois qu'on a bien parlé de révolution citoyenne. Merci à tous pour votre belle énergie et votre participation. Merci à Grenoble, merci à Alternativa, merci à toute notre super équipe technique. Et puis à vite. Salut.